Alors, notre nouveau membre de l'Union des artistes est de retour, Yohan Lennes. Yes, sir. Ça va bien? Très bien. Content de te revoir. Merci à Valérie, là, qui est encore en vacances, par ailleurs. Là, je ne sais plus où, en croisière, je pense, ou en Floride. Mais bref, elle a bien rempli ton siège la semaine dernière. Merci à Eman Zahabi qui est venu. Quelle annonce, quand même, le Eman à la Maison-Blanche, Yohan. Mais très content de te retrouver. Autre grosse émission pour vous aujourd'hui au SOS Podcast. Mais tout d'abord, chose promise, chose due, Yohan. Tu savais qu'on avait un tirage concours pour gagner une paire de billets pour le gala Samouraï MMA. Donc là, j'ai rentré tous les noms de ceux qui nous ont écrit au lesospodcast@commercialgmail.com. Vous le voyez, j'ai rentré ça dans une application et on fait ça en direct. Ici, le tirage. Qui remportera cette paire de billets? Attendez-moi. Tournez la roue ici. Voyons voir. Oh là là. OK, c'est excitant. Ah oui, c'est excitant. Là. On fait ça en direct. Est-ce que ça va être long? Attention, ça ralentit. Et on a un gagnant. nous y sommes, on a un gagnant. Yves-André. Yves-André, félicitations. Tu te mérites une paire de billets donc pour le Gala Samouraï. C'est vendredi prochain au Colisée de Laval. On va communiquer avec toi par courriel, Yves, pour t'expliquer comment récupérer cette paire de billets. Et on te souhaite un excellent gala. Bravo à Yves-André. Hey, wow, Phil. Rapide. Solide. Rapide sur le super. Merci. Et bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Encore une fois, félicitations à Yves-André et merci à tous ceux qui ont participé. Et on espère pouvoir vous offrir d'autres concours comme ça au cours des prochaines semaines. Merci énormément à Daniel Lafont. C'est lui qui nous a contactés pour nous offrir gracieusement une paire de billets pour le gala de la semaine prochaine. Donc, merci énormément, Daniel. Tu fais des heureux, Yves, et à la personne qui va l'accompagner la semaine prochaine. OK, Yohan, il y a eu un gala de l'UFC la semaine dernière du côté de l'Apex. Kevin Vacheros. Oh là là! Wow! Oh là là, 24 ans seulement, des gars arrivent comme ça puis ils réussissent des performances de la sorte. On va déballer tout ça dans quelques instants avec toi. Gillian Robertson. Gillian Robertson, voilà, qui aussi a fait son entrée dans le top 5 chez les poids pailles, oui. Donc, belle victoire pour la Canadienne. On met la table pour le gala de cette fin de semaine à Londres. Exclusivité UFC Fight Pass, mais quelle finale entre Movsar Evloev et Lerone Murphy également. Plein de belles nouvelles. J'ai hâte de t'entendre sur le retour de Nate Diaz. Oh, intéressant. Contre Mike Perry. Oui. Hâte de voir ce que tu as à dire là-dessus. Mais, tout d'abord, le week-end prochain sera énormément chargé pour les amateurs d'arts martiaux mixtes. Il y a Samouraï, il y a un gala de l'UFC à Londres. En fait, la semaine prochaine, ce sera le 28, ce sera du côté de Seattle plutôt. Énormément de Québécois qui seront en action partout à travers le monde, j'ai le goût de vous dire, dont le Québécois Frédéric Duprat, un ami de l'émission qu'on retrouve en direct de chez son massothérapeute. Fred, tu nous entends bien? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Ben oui, en direct de chez son masso, parce que là, monsieur a des traitements, bien sûr. Ben oui. Dernière... C'est le best, là. Oh, attention, petite commandite en plus, petite plug, va aller en plein écran. C'est quoi? Dans sa Mathéo? cuisine, puis tout, là, il me fait réchauffer mon lunch, puis tout. C'est quoi son nom? Mathéo. That's it. À quel endroit? Il se promène un peu, Matt. Il nord de Montréal. Ah, ben excellent. Regardez, le message est lancé. Mathéo and Co. Voilà. Ouais. Remède naturel. Les crèmes sont à la coche. Des crèmes. J'imagine qu'il y a un Instagram. Les gens peuvent aller le voir sur ses réseaux. Exact. Bon, parfait. Oui. Parlons, en plus de tes soins, de ton gros combat qui s'en vient la semaine prochaine, et du fait que finalement, on va se croiser les doigts parce que j'espère que tu vas te battre. Parce que là, la dernière fois que tu es venu au show, tu es venu au podcast, tu quittais pour la France, tu devais te battre, c'était au mois de décembre, juste avant les fêtes, et finalement, juste avant de partir, ça a été annulé. Bon, on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais heureux de finalement être de retour à l'action. Là. Fred, si tout se passe bien? Exact. Le touche du bois, Ben, là, tu viens de me jinxer mes affaires. C'est ça, exact. Il faut que je fasse attention. Ah non, mais pour vrai, c'est bien. Et là, c'est sûr que sur le coup, quand c'est arrivé au mois de décembre, c'était vraiment un shit show. Uh-huh. Mais écoute,
des fois, tu sais, c'est de même. C'est le destin. Fait que là, j'ai genre 2 camps dans le corps. Fait que ça devrait show up au combat. Ouais, c'est ça, comme tu viens de le dire, Fred, t'as 2 camps dans le corps. La dernière fois, t'as été malchanceux, puis moi, te connaissant, t'es un gars qui est tout le temps à la pédale dans le fond. T'es pratiquement tout le temps en camp d'entraînement pour être prêt à répondre à l'appel. Ouais. Tu sais, des fois, ça fait juste du bien de pouvoir te dire que tu slackes la pédale, puis d'avoir un camp d'entraînement, des fois, moins long ou, tu sais, moins compliqué, puis d'être prêt à embarquer dans un combat plus rapidement, tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment hâte de te voir performer. Je pense que c'est un bon combat pour toi. Je pense que c'est un bon match-up pour toi, ce combat-là. Puis, as-tu étudié un petit peu ton adversaire? Comment tu vois ça aller, toi? Ouais, mais c'est ça l'affaire, que ça a vraiment ça a été nice parce que, tu sais, moi, mettons, quelques jours déjà après la cancellation de l'autre, j'avais déjà un nom, puis j'avais déjà, tu sais, je savais où est-ce que je m'en allais déjà parce que le combat était déjà accepté, puis tout. Fait que, tu sais, je suis parti à Noël, je savais déjà que je me battais contre qui, puis comme je te dis, Mm. cherchais, comme je te dis, des gauchers parce que, comme je te dis, c'est ça que mon adversaire, il va être. Fait que, tu sais, je recherchais certaines. C'est Caractéristiques pas particulières. critère, là, exact, comme je te dis, parce que tu sais, quand tu fights des fois les gauchers, c'est pas la même chose que fighter des droitiers. Fait qu'il faut quand même que tu te prépares comment c'est bien, puis sinon tu peux vite avoir des mauvaises habitudes. Bon, le gars s'appelle Ethan Gross. Ça va se passer du côté de Pittsburgh le 28 mars, donc samedi prochain, pas celui qui s'en vient, l'autre. PFL Pittsburgh. Euh, donc, quel genre de combattant il est? Spécialiste du combat debout, plus un lutteur. Toi, on le sait que tu vas aller pour son coup, là, évidemment. Bon, en tout cas, si t'as l'occasion, c'est sûr que tu vas pas la rater, mais au niveau des skills, des aptitudes, là, à quel genre de combat tu t'attends contre ce gars-là? Mais je sais que c'est une black belt, mais je pense vraiment que c'est tu sais, c'est un classique gaucher. Là, ça va être un mix. C'est un gars des mémés aujourd'hui. Tu sais, le monde, c'est pas tout le monde est bon partout. Puis, tu sais, faut que tu sois capable d'ajuster ta game de façon pour t'adapter à chaque adversaire aussi. Là. Tu sais, chaque adversaire est différent. Il faut juste la manière que tu vas l'approcher. Mais, mais tu sais, comme Yann Johan, il sait, il me connaît et moi, ça change pas une recette gagnante. Ça va aller, ça va starter fort. Non, puis, tu sais, gaucher, on s'entend avec les partenaires d'entraînement que tu as puis que tu as eu dans le passé. Je pense à un Olivier Aubin-Mercier, je pense à un Michael Dufort en ce moment qui est droitier, Michael, mais c'est pas rare qu'il va tourner gaucher rapidement. Yann Stobie qui est gaucher-droitier, tu sais. Fait que je pense que, je veux dire, t'es équipé pour répondre à l'appel d'un gaucher, là, tu sais. Je pense au nombre de rounds que tu as fait avec Olivier Ouais. Aubin-Mercier. Tu peux pas avoir un meilleur gaucher avec une bonne jambe arrière, une bonne main avant. Puis avec la lutte qu'il y a en plus, ce qui t'amène. Donc, c'est Ouais. sûr que tu dois approcher ce combat-là de manière différente, un petit peu, j'imagine, en étant en étant resté sur ton appétit un peu aussi suite à la dernière incident qui est arrivé, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, comme je te dis, j'ai été chanceux. PFL, ils sont quand même vraiment bien occupés de moi avec cette Hmm. situation-là. Tu sais, c'est sûr que sur le coup, c'était un vrai shit show. Mais comme je te dis, au moins, tu sais, je suis pas parti les poches vides non plus avec tous les efforts que j'ai mis pour Noël, là. Tu sais, c'est vraiment ça qui me gossait un peu plus. Mais non, ils sont bien occupés de moi parce que tu sais, il y en a des compagnies qui auraient pu faire fuck it. Tu sais, t'as pas pesé, fait que c'est pas grave, là, tu sais. Mais non, ils ont été vraiment corrects avec moi. Ah, c'est ça, compensation financière, donc ça, c'est bon parce que t'étais, sauf erreur, là, t'étais rendu à l'aéroport, là, puis tu t'envolais, ça devait avoir lieu Mhm. en France. C'est Mais bon à savoir. Au moins, t'as pas volé, là. ouais. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que le combat a été cancellé peut-être 20 minutes avant que je parte pour l'aéroport, Ah, mais, OK. mais techniquement, mes billets étaient valides, puis là, j'étais supposé aller là pareil, puis tu sais, Ben non, c'est sûr. Tu quand étais il y a eu la prête, là. cancellation, ça a tout cancellé, puis c'est comme je te dis, toute la journée, là, ça a été un shit show, mon gars, là. T'aurais jamais vu ça de ta vie, là. Tu sais, des choses que tu penses que ça, OK, ça arrive juste dans les films ou des choses comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Tu sais, je suis vraiment bad lucké. Ah, exact, ça arrive. Hey, là, j'ai vraiment débaptisé ton adversaire, là, c'est pas Ethan Gross, c'est Ethan Goss, C'est un gars. Goss, j'ai mis une lettre de trop. Le gars est 12-8, a perdu ses deux derniers, donc hâte de voir là, ce qui
Puis son dernier, c'était à la PFL. Il s'est fait étrangler en plus au premier round là, contre un gars qui s'appelle Alexis Pergande. Donc, écoute, je le connais pas vraiment, là, je vais l'avouer, là, mais le gars s'est fait étrangler au premier round à son dernier combat. Il s'embarque pas dans quelque chose de facile cette fois-ci non plus contre Frédéric Duprat. Ben, le touche du bois, là. Non, Touche du bois, là. t'as passé toute ta Tabarnak. carrière à caler guillotine, puis t'es toutes eues, là. Ok, on arrête. Ça sera pas différent, là. Le secret, Johan, c'est que t'écoles pas. Faut pas que tu cales, sinon, là, ça va te jinxer. Là. T'as raison, ok, je m'excuse. On Tu vois, la colle table plus. à mon bateau, là, est en bois, là, je la tiens. Là, Exact. les gars, vous pouvez dire, là, qu'est-ce que vous dites. Ouais, mais Je tu la pourrais tiens. faire changement aussi, aller avec un arm triangle ou autre chose. Il y a d'autres soumissions, C'est ça, là, exact. tu comprends? Mais ben, j'en ai fait des arm triangle à Samouraï. Mon premier combat à Samouraï, c'est un arm triangle. Je suis d'accord, c'est vrai. Malayo aussi, c'est Anaconda. OK. C'est bon, Là, on aime c'est ça, le ça. changement. Anyways, non, mais là, il faut parler de ta carrière parce que là, bon, t'as gagné ton dernier combat à la PFL. Ça remonte au mois d'août. Par contre, t'es 1-1 dans cette organisation-là. Comment tu trouves... Là, tu te dis, bon, ils t'ont bien traité la dernière fois malgré le désistement de dernière minute et tout ça. Est-ce que tu es encore heureux, Fred, avec le choix que tu as fait de se joindre à cette organisation-là? Oui, tu sais, je regrette rien, moi. Tu sais, écoute, c'est un contrat que j'ai signé, puis écoute, tu sais, c'est un peu c'est ça la job. Là. J'ai signé pour faire un certain travail, puis tu sais, comme je te dis, c'est ça ma job. Puis tu sais, je dois te dire, par exemple, l'affaire qui me gosse un peu, c'est les nouveaux contrats, pas contrats, mais tu sais, les performances, les bonus de performance au UFC, c'est sûr que ça me fait un peu mal. Mais tu sais, je veux dire, quand j'ai fait les choix de signer avec PFL, il n'y avait pas cet enjeu-là. Mais tu sais, en général, non, tout va bien. Tu sais, je veux dire, je suis content avec ce que j'ai en ce moment. Tu sais, j'ai aucun regret parce que, tu sais, selon ce qui s'est passé auparavant, je peux pas rien changer, puis j'aurais fait les mêmes choix, là, tu sais. Est-ce que... là, est-ce que je me trompe ou il n'y a pas de tournoi cette année? Tu sais, l'an dernier, tu devais pas être dans le tournoi des 145 livres. Finalement, à la dernière minute, tu es rentré dans le tournoi contre Braga en raison des désistement. Là, tu es sur une carte régulière, tout ça. Puis je suis allé voir tantôt sur le site de la PFL. J'ai pas trop vu. Normalement, c'est en de l'année, au mois d'avril, là, ça devrait commencer là, les premiers tours du tournoi. Est-ce que tu as eu vent s'il allait avoir Non, une j'ai saison aucune régulière, idée. tout ça? OK. Je pense mais il essaie de créer plus je sais pas, c'est ça que j'ai entendu dire. Je pense qu'il essaie de faire un build-up de plus une vraie ligue de manière qu'ils vont créer un peu comme Bellator back then, là, tu sais, avec un ranking. Puis c'est sûr que ses côtés plus salarial, ça va aider aussi, là, tu sais. OK. Ouais, parce que c'est ça. Ouais, fait que je pense que c'est plus ça qu'ils visent en ce moment. Ouais. Avoir un top 10 au moins, tu sais. Peut-être avoir un top 10 Mais il y de en a un, chaque. tu sais, c'est ça qu'ils ont fait des top 10 à toutes les braquettes. Puis, tu sais, je pense qu'il va falloir que tu montes un peu. Faut que tu montes le ranking pour devenir champion. OK, c'est ça. Parce que, bon, tu sais, avec l'acquisition de Bellator, on le sait que ils ont fait comme une espèce de... Les champions n'avaient pas... Les champions ou les combattants les plus connus n'avaient pas à se battre dans les tournois. On avait quand même gardé cet aspect de saison régulière, tournoi qui différenciait un peu la ligue des autres ligues d'arts martiaux mixtes, des autres promotions. Je trouvais ça quand même intéressant. Ça permettait à des plus jeunes de se faire un nom peut-être et tout ça. Si on délaisse ça, puis on... Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Je trouve que ça... Toi, tu dis que peut-être sur le plan financier, ça fait plus de sens. Peut-être que ça fait plus de sens au niveau logistique, plus facile aussi à organiser, tout ça. Mais il y avait quand même un aspect qui était unique à la PFL qu'on perd si on fait un copier-coller des autres ligues. Ouais. C'est sûr que tu sais, le tournoi était vraiment intéressant pour quelqu'un comme moi. Ou, tu sais, c'est pour une des raisons pourquoi j'ai été avec le PFL au début. C'est que tu sais, je veux viser, mettons, des tournois tu sais, à 500 000. Ça devient vraiment intéressant. Là, tu sais. Puis C'est même, comme je dis, imagine-toi, si c'était intéressant à 500 000, mais à 1 million, c'est encore mieux. Ben, comme tu tu sais, c'est ça, comme Olivier l'a Mais gagné c'est- 2 fois, là, tu sais, c'est ultra payant là, à cette sais. époque-là. C'est faisable. Là, tu sais. Tu sais, je l'ai vu. Tu sais, je l'ai vu Oli gagner 2 fois. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu as le goût de toucher à ces genres de bonus-là. Tu sais. Ça a toujours été leur marque de commerce, PFL, là, les tournois à 1 million de dollars. C'est ce qui les a fait connaître. Tu sais, C'est ce qui a fait que les combattants ont voulu aller dans cette organisation-là. Mais si je me trompe pas, Johan, même Bellator aussi, il y avait les tournois à 1 million. C'est vrai. possible. Oui, Si on tu a voulais déjà eu. gagner, comme mettons, Rory a gagné une année OK. Bellator
c'est ça, il y avait un chèque d'1 million, tu gagnais champion, là. Quand il est Ouais. devenu champion, dans le fond, contre Douglas Lima, c'était un tournoi, ça. Ouais, c'est ça. À Bellator, c'est un petit peu différent parce que chaque année, c'était une catégorie. Il y avait des galas réguliers, il y avait des Oui, combats c'est ça, dans chaque catégorie, mais une année donnée, bon, cette année, ça va être les 170 livres. On va faire un tournoi des 170 Ok. livres. On prend les 8 meilleurs, disons, puis on fait un tournoi. L'année d'après, c'était les lourds. L'année d'après, bon. Fait qu'effectivement, l'année de Rory, c'est vrai, à 170 livres, il y a déjà eu un tournoi, t'as pas tort. Bon, avant de te laisser partir à ton massage, Frédéric, parle-moi un petit peu de l'ambiance au H2O. Il y a des gars qui vont se battre à Samouraï dans 2 semaines. Là, on va essayer d'inviter Mick Dufort au podcast. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais Caroline, il n'y a pas de combat d'annoncer. C'est pas qu'il veut pas, là. Il est sur les réseaux sociaux. Il veut signer avec l'UFC. Je pense que ça fait quelque chose comme 45 jours en ligne qu'il fait une publication et tout ça. Il essaye d'attirer l'attention de ses patrons. Comment va Mick? Comment vont les gars du gym au H2O? Comment ça se passe? Va bien, comme je te dis, tout le monde est en camp. Fait que, tu sais, tout le monde s'entraîne vraiment fort. Fait que, tu sais, tout le monde doit s'occuper de leur affaire aussi. Tu sais, c'est ça qui est. C'est dur de me focusser sur les autres quand j'ai mon combat. Mhm. Mais en général, tout le monde, tu sais, c'est tout le temps c'est nice ambiance. Tu sais, c'est plus familial entre nous autres. Là, tu sais, on a vraiment un genre de brotherhood. Là, tu sais, c'est nice. Tu sais. Puis tout le temps des bonnes ambiances. Puis comme je te dis, pour Mick, comme je te dis, je pense que tu sais, j'espère qu'il va avoir sa shot, il la mérite. Puis, tu sais, il a les skills. Tu sais, je pense qu'au contraire, il se nourrit de ça, puis là, il est encore plus animal dans le gym à cause de ça. Là. Ah ouais, hein? Excellent. J'ai hâte de voir ça. Ouais, là, J'espère que ça va finir par payer. En tout cas, il continue de s'entraîner très fort, ça on le sait. Toujours une possibilité d'un short notice à Winnipeg ou autre, des opportunités comme ça existe, tu sais. Puis il va être là, il va être prêt à les saisir. Ah, puis il a gagné ses derniers combats de façon assez spectaculaire également. Qui va avec toi à Pittsburgh, Fred? Mick, puis Richard va venir me rejoindre, dans le fond, la journée du combat. Excellent. Donc, les Richard O et Mick Dufort seront les hommes de coin de Frédéric Duprat. PFL Pittsburgh, samedi prochain, le 28 mars. C'est disponible sur DAZN ici au Québec. Fred qui va pour une 2e victoire de suite à la PFL contre Ethan Goss. Frédéric, merci énormément d'avoir pris le temps, mon ami. Toujours un plaisir de se jaser. Puis on se souhaite bonne chance. Merci à vous autres, les gars. Bon succès, mon Fred. Merci. Ciao, ciao. Yes. Oh, il était tanné que je parle de guillotine. Hein, le pauvre Fred. Il a raison. Faut pas que... non. Je suis confiant. Je connais pas beaucoup son adversaire. Honnêtement, comme Moi il dit, aussi, c'est un gars complet là, à écouter Fred, mais c'est un animal pareil. Là. Tu le vois. Là, ça ne prend pas une grosse ouverture. Non, puis c'est quelqu'un qui sait ça exactement ce qu'il maîtrise. Il le maîtrise extrêmement bien. Puis c'est un gars qui termine ses combats. S'il te met la main dessus avec la bonne technique, qui est en contrôle, on l'a vu, là, ça il prend juste une position pour terminer le combat. Parce que contre Braga, Gabriel Braga, un combattant brésilien très connu, qui a beaucoup d'expérience à la PFL, qui s'est déjà rendu loin dans les tournois, ça a été à courte échéance, là, ça a été son premier combat à la PFL l'année passée. Ouais. Puis au premier round, il est vraiment passé à ça. Là. Ouais. Le Braga a survécu, là, mais ça a tout pris. Et puis là, après ça, le Brésilien a pris le dessus. Mais je veux dire, les attitudes sont là. Bref, tout ça pour dire que c'est pas gagné. Là. C'est pas gagné. Non. C'est un gars de 34 ans avec beaucoup Mais c'est d'expérience. faisable. C'est un bon combat pour Frédéric Duprat. Là. Puis s'il peut continuer à faire de belles performances, tout ça, le futur pourrait être prometteur, donc qui est intéressant dans cette organisation de la PFL. Revenons sur la victoire de Kevin Vacheos, si tu le veux bien, Johan. Ouais. Ça se passait à l'Apex contre Josh Emmett. Honnêtement, il y a toujours des petits trucs à améliorer dans une performance. Il n'y a pas de combat parfait. Non, mais on s'en approche drôlement. Là. Ouais, c'était toute une performance. Là. Je veux dire, il a passé le KO à Emmett, le vétéran, au premier round. Il n'a pas mangé un coup, je pense. Là. Je pense qu'il a mangé 2 coups, peut-être. Là. Emmett, il lançait des grosses droites. Vacheos a tout évité. Puis, aussitôt qu'il a mis la main au collet, c'était terminé. Là. Ouais, Vacheos, qui était très, très précis. Il a pris le centre de l'octogone rapidement. C'est lui qui a mis la pression. J'ai senti que Emmett respectait énormément Vacheos. Donc, peut-être que ça, quand tu es toujours sur le pied arrière, ça devient difficile de prendre le rythme du combat. Puis, la vitesse allait du côté de Vacheos. Là, oui. Honnêtement, là, c'était flagrant. Donc, quel talent! 18-1, 18 victoires, une seule défaite. La seule défaite qu'il a eue, c'est contre Jean Silva
à Contender Series. Exact. Puis c'était par décision. Donc, ça montre un petit peu le degré de pas simplement de talent, mais de durabilité de Vache et Os, là, d'avoir fait une décision dans Contender Series avec Jean Silva. Là. Jusqu'à ce que Jean Silva perde à l'UFC contre Diego Lopez. C'était sa seule... en tout cas, au moment où c'est arrivé, là, c'est la première fois que quelqu'un allait à la limite contre Jean Silva. Ouais, c'est ça. OK. Vacha, ça a été le premier là, à aller à la limite contre Jean Silva. Et c'est pas arrivé souvent. Arnold Allen l'a fait aussi en début d'année. Là, mais c'est ça. Comme tu dis, durabilité, puis être capable de... C'est pour ça qu'il est rendu dans le... Tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de contrat à ce moment-là parce qu'il avait perdu le combat. Une chance qu'on lui a donné sa chance pas longtemps après. Parce que, il a gagné 2 gros combats. Il est à peu près du même calibre que Jean Silva. Les deux se retrouvent dans le top 10 ou à peu près. Là, c'est... Invaincu à l'UFC en ce moment, 4-0 à l'UFC. Puis avant de... Gros KO contre Emmett en fin de semaine dernière, mais avait passé le KO au premier round à Chikadze aussi. Au deuxième round, exact. Au deuxième round, oui, à Chikadze. Donc, tu sais, termine ses combats très spectaculaires. 2 gros noms qu'il vient d'ajouter à sa fiche, honnêtement. C'est ça. Fait que, quelle va être la suite pour lui? Là, 13 KO en 18 victoires. Ben, moi, j'aimerais ça, un rematch contre Silva. Oh! Intéressant. Silva est rendu 6. Ben oui. Lui, Vacha, c'est entré dans le top 10, les 10e. Tu sais, ça serait logique en plus au niveau des classements. Les deux ont un historique, honnêtement. Très beau combat à mettre sur pied, ça. Ouais. Pourquoi pas? Et pour Emmett, 41 ans, ben là, la chaîne est débarquée. Là. 3 défaites de suite, les 2 dernières au premier round. 1 et 5 à ses 6 derniers. Honnêtement, le gars veut s'accrocher, mais il n'a jamais été le gars le plus technique, non. Avec les mains les plus rapides. Cependant, il cogne fort. Fait que quand il réussissait à placer sa grosse main droite, ça pouvait vraiment changer l'allure d'un combat. Il y a eu sa séquence là, qui l'a amené en combat de championnat intérimaire, mais tu vois que c'est la nouvelle génération qui rattrape l'ancienne garde et c'est plate, mais Emmett n'a plus ce qu'il faut pour compétitionner avec ces gars-là là, au niveau technique, au niveau rapidité. Tout ça. Exact. J'ai l'impression que Emmett est rendu un petit peu trop facile à lire pour ses adversaires. Peut-être, je dirais pas qu'il manque d'outils. Je pense qu'il est très bon dans ce qu'il fait, mais quand tu as seulement une grosse main droite, quelques kicks à te soucier, ça devient facile de te lire. Puis je pense que c'est vraiment ça. Puis la vitesse, il y a eu des gros combats. Là. Il s'est battu contre Rodriguez, Murphy, Topuria. Ça a été des gros combats pour lui. Là. Il a affronté les meilleurs. Emmett a donné des bons combats, mais là, a perdu 5 de ses 6 derniers combats. Il va falloir qu'il se pose des questions. Là. Exactement. Jillian Robertson, la Canadienne, qui a remporté une décision unanime contre Amanda Lemos. Ça permet à Robertson d'entrer dans le top 5 à 115 livres. 5e victoire de suite pour elle. Elle veut un combat de championnat. Je ne suis pas certain qu'elle va l'avoir tout de suite. Ça n'a pas été une performance éclatante. Elle a quand même le record de soumission chez les femmes à l'UFC au total. Elle s'est battue à 115 et à 125 livres. Et lorsqu'on additionne tous ces combats, elle a le record de soumission avec 7 chez les dames. Record de victoire dans la limite avec 10, égalité avec Amanda Nunes. Donc, c'est une fille qui est une spécialiste des soumissions. Très, très bonne lutteuse. Elle n'a pas réussi à en terminer avec Lemos, qui s'est bien défendu au sol quand même. Et qu'est-ce que tu as pensé de sa performance de 1? Puis est-ce que, justement, c'est assez pour la placer en combat? Je pense pas que c'est une performance qui était vraiment étincelante. Là, surtout moi, Robertson, j'adore la voir combattre. Par contre, je trouve qu'elle commence lentement ses combats. C'est pas une combattante qui va laisser le combat commencer, qui va embarquer. Elle a perdu le premier round. Là. Puis exactement. Puis souvent, quand tu as quelqu'un qui commence fort dans ce temps-là, ça devient vraiment problématique. Puis on a vu Lemos qui a vraiment commencé, qui a eu l'avantage au premier round. On a senti que Robertson, fallait qu'elle prenne le temps de se réveiller pour embarquer dans le combat, peut-être se faire mettre dans le trouble un petit peu. Mais c'est sa lutte qui est très dominante. Beaucoup d'expérience avec l'UFC, énormément d'expérience. Oui, c'est son 20e combat. Exactement. Donc, elle est à la maison. Elle était sur 4 victoires consécutives, le vent dans les voiles. Donc, c'est une très belle performance pour elle. J'aimerais ça la voir combattre contre une Mackenzie Dern, contre quelqu'un vraiment qu'on sait qui va pouvoir peut-être lui donner un petit peu plus de fil à retordre, surtout au combat encore à corps et au combat au sol. Là. Le Dern a la ceinture présentement, mais le Zhang Weili qui l'avait délaissé pour monter à 125 livres, on s'attend à ce qu'elle redescende à 115 et qu'elle obtienne tout de suite un combat de championnat. Donc, je ne vois pas l'UFC, à moins que Zhang Weili dise
je me bats pas avant 6 mois. Là, Ouais. Si elle veut revenir à courte, moyenne échéance, je pense qu'on va attendre qu'elle revienne pour faire un combat de championnat Dern, Zhang Weili. Après ça, si ce n'est pas le cas, là, c'est sûr que Weili a déjà battu Jandy Roba, elle a déjà battu Tatiana Suarez. Peut-être que Robertson pourrait être dans les cartons à ce moment-là, mais Ouais, elle est encore classé 5e. je pense que Robertson a besoin d'aller chercher une autre grosse victoire contre une fille. Que ce soit Jandy Roba, là, elle se bat, Jandy Roba, bientôt. Mais moi, je la verrais bien contre Tatiana Suarez. Et honnêtement, c'est parce que Robertson est toute une lutteuse, mais Suarez aussi. Oui. Donc, si on veut vraiment déterminer qui est la meilleure lutteuse à 115 livres, ça sera Intéressant. un combat intéressant à faire, en tout cas sur papier. À suivre donc, mais une autre Canadienne quand même qui comme tu dis, a le vent dans les voiles, elle s'approche là, de grandes choses. C'est pas... C'est ça. Elle a un combat de championnat à sa prochaine sortie où elle est peut-être à une victoire là, d'en obtenir un. Donc, Gillian Robertson. Marwan Raiki, Harry Hardwick, ça, c'était bon parce que c'était 2 jeunes combattants. Raiki, c'est un jeune, il a 23 ans seulement, un Marocain. Il s'était allé en Australie pour l'entraînement. Mais Hardwick, je sais pas si tu as vu ça, mais il a survécu. Il n'est pas allé au plancher. Là. Il a survécu. Il est arrivé à la fin du 2e round. Il a dit à son frère dans son coin, qui est un de ses hommes de coin, il dit j'ai la mâchoire fracturée. Il a mangé des coups là, incroyables. Il ne voulait pas tomber. Ouais. Il a juste été obligé d'abandonner parce qu'il avait la mâchoire fracturée. C'était un dur de dur. Il a eu des combats très difficiles depuis qu'il était à l'UFC. Son premier combat, c'était au niveau du mollet. C'était fait kicker la jambe. Le mollet avait dû abandonner le combat. Il n'était plus capable de marcher. Là, se fait casser la mâchoire. A pas un début de carrière à l'UFC très facile. C'est vrai. C'est vrai. Et Raiki, lui, un nom à surveiller parce que 8-0, 23 ans seulement, une autre victoire par KO pour lui. Donc, bien fait du côté de l'Apex. Elijah Smith, un jeune combattant, lui aussi, 23 ans seulement. Il a battu Soo Young-Yu. Premier round difficile. S'est fait contrôler par le Sud-Coréen, mais est revenu très, très fort au 2e round, passé le KO. 10 victoires, 1 défaite pour Elijah Smith. Donc, tu sais, c'est ça, le Vacheos en finale qui gagne. Raiki, 23 ans, Elijah Smith, 23. Tu sais, c'est ça, c'est la nouvelle génération qui arrive, puis c'est des gars qui ont presque jamais perdu, là, puis qui sont complets. Ils sont jeunes, qui récupèrent beaucoup, qui récupèrent rapidement, on en voit de plus en plus des jeunesses comme ça. Puis moi, la seule chose que je souhaite avec eux, c'est de ne pas les brûler trop vite, d'y aller tranquillement quand même, tu sais. Exact, parce qu'effectivement, on a déjà vu des fois vouloir trop aller trop vite, trop haut. Exactement. Je pense à des Sage Norcott ou des jeunes combattants comme ça qui avaient beaucoup de potentiel, mais qu'on leur en a mis beaucoup dans les bras en partant. Oui, c'est ça, exact. Bia Mesquita, elle, c'est pas une jeunesse, là, elle a 34 ans, mais 10 fois championne du monde de Jiu-Jitsu. Elle a noté à son 2e combat à l'UFC. Et, encore une fois, victoire facile au premier round par étranglement arrière. La Mexicaine Monty Rendon, quand c'était allé au sol, là, c'était pas dans la même ligue. Là. Non. On s'entend. Donc, Mesquita, super charismatique en plus. Une Brésilienne, elle s'entraîne en Floride, donc elle parle anglais, elle s'exprime super bien. Déjà connue dans le monde des arts martiaux avec son... Elle est vraiment considérée comme une des meilleures, sinon la meilleure combattante de Jiu-Jitsu de l'histoire. Là. Wow. Et là, l'UFC l'a signé. Donc, 34 ans. Elle est chez les poids coqs féminins, mais... Ça affiche en MMA? 2-0 à l'UFC, 6-0 globalement, je pense. Intéressant. Elle était 3 ou 4-0 avant de faire ses débuts à l'UFC. Et Eric Anders a pris sa retraite dans vétéran combattant américain, 38 ans. Il a gagné son combat contre Brad Tavares, donc quitte sur une victoire. Ça, c'est toujours le fun aussi. C'est un beau combat pour lui pour quitter ça. Eric Anders, qui a eu une belle victoire. Une belle carrière aussi. Il a fait des beaux combats. Donc, mérite de retirer ses gants de la bonne façon. Puis je pense que c'était un beau combat que l'UFC lui a donné. Oui, exact. On se rappellera d'Eric Anders. Peut-être que son nom vous dit quelque chose, surtout pour... son combat contre Marc-André Barriault. Barriault l'avait battu là, il y a quelques années. Eric Anders, mais effectivement, belle carrière quand même à l'UFC. Et il va maintenant devenir agent de combattant. C'est ça. Il veut se diriger vers la gérance d'athlètes. UFC Londres cette fin de semaine. Donc, on traverse l'océan, on s'en va à Londres. Toujours le fun, les cartes à Londres. La foule est toujours complètement en délire. Beaucoup de combattants britanniques, bien sûr, sur la carte. C'est pas un gala numéroté, là, c'est un gala Fight Night. Donc, pas de combat de championnat du monde en jeu, mais on s'en approche drôlement avec Evloev contre Murphy. Là. La coche en dessous, parce que c'est que là, 2 gars invaincus,
Evloev est classé 1 à 145 livres. Murphy, classé 3. Notez l'heure, 13h, exclusivité UFC Fight Pass. Il y a une poignée là, de galas OK. dans l'année qu'on ne peut pas diffuser à TVA. Donc, seulement sur UFC Fight Pass. Ouais, exactement. Donc, La c'est totalité de la carte. Oui, exact. Toute la carte à partir de 13h, carte principale à partir de 16h. C'est dommage. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, là, vous n'aurez pas accès à ce combat-là, mais comme je vous dis, il y a comme 5 ou 6 galas dans l'année où c'est comme ça, et celui de Londres cette fin de semaine, c'en est un. Mais parlons-en, parce que la finale est trop belle. Ouais. Evloev, Murphy. 19-0 Evloev, 17-0-1 pour Murphy. Les deux ont 9 victoires à l'UFC. Exact. Ont remporté leurs 9 derniers dans la grande organisation. Choc de style également. À quoi tu t'attends, Yoann? Un combat très, très technique. Ça va être un combat technique. Je serais pas surpris que ça aille en décision. Murphy qui a un style qui est très défensif. Evloev qui a un style plus offensif, mais il est très hermétique. Se fait pas beaucoup toucher. Lance en combinaison rapide, très rapide. C'est deux combattants qui ont vu beaucoup de décisions, qui sont très chirurgicales, qui prennent des risques, mais qui ne sont pas nécessairement les plus spectaculaires. Fait que je pense que c'est ce qui a fait en sorte que ça a été aussi long avant qu'il se ramasse proche du top 1 puis des combats de championnat. Par contre, ça va être un combat très relevé au niveau de la technique là, parce que, comme je l'ai mentionné, le Murphy qui est plus défensif un petit peu, qui se fait pas beaucoup toucher, mais qui est très explosif dans ses attaques. Et de l'autre côté, Evloev, qui lui est vraiment très offensif, plus offensif un petit peu, travaille en combinaison, mais laisse pas beaucoup d'ouverture non plus. Non, puis c'est un bon lutteur. Là. Oui, très bon lutteur. Il y a une moyenne de 5 projections au sol. Puis son dernier combat, là, ça remonte quand même à 15 mois. Là. C'était contre Sterling. On a eu un bon duel de lutteurs, là, justement. Sterling a réussi à amener Evloev au sol. Evloev a réussi quelques années au sol aussi, mais quand il a réussi, il y a eu des renversements de position. Mais comme tu dis, il n'y a pas une lutte. Il y a une lutte agressive avec ses frappes. Ouais. Alors qu'il y a certains lutteurs qui vont plutôt y aller au niveau de la position, temps de contrôle et tout ça. Lui, Evloev va être plus au niveau des frappes lorsque ça va au sol. Donc, peut faire du dommage à ce niveau-là. Tu le dis, spécialisé soumission, là, c'est 9 combats à l'UFC sont allés à la décision quand même. Donc, c'est pas un gars qui a une grosse force de frappe et un instinct de finisseur, mais il est quand même, comme tu dis, je suis d'accord avec toi quand tu parles de gars agressifs quand même. Murphy aussi a beaucoup de décisions, tu l'as mentionné. Par contre, son dernier KO contre Aaron Pico. Oui, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. Un des beaux KO de l'année, le coup de coude renversé et tout ça. Donc, ce KO-là, ça se passait l'été dernier au mois d'août. Et j'ai parlé aux deux hommes, là, c'est disponible sur tvasport.ca, les entrevues, mais on va écouter un extrait de mon entrevue avec Lerone Murphy parce que, tu sais, à 9 victoires de suite, tu viens de faire un gros KO. Lui, il était convaincu là, que c'était suffisant pour le placer en combat de championnat contre Alexander Volkanovski. On a choisi de donner le combat à Diego Lopez. Vous allez l'entendre, Murphy. Il l'a encore sur le cœur. Il était vraiment frustré et dévasté quand c'est arrivé. Là. I feel great, man. I feel great. Obviously, I've been training for a while now. So after the Aaron Pico fight, I thought I was going to fight Volkanovski in December. So I've been training from then. It's been a long training camp. I've been training from then. I thought I was going to fight in December. That didn't happen. So yeah, pretty much been in fight camp from then. So there wasn't discussions, but the whole world and whole MMA community was calling for it, even the champ. So I thought it was something that was a no-brainer. I thought that was going to happen like 100%. And when I learned that it wasn't, it kind of broke me a bit. I fell out of love with just the game for a bit. I felt cheated a bit, you know. So, but I understand it's business and it is what it is. We've got this fight now. Donc, il a perdu son amour du sport. Il s'est senti trahi, en fait, par l'UFC. Ça a été carrément ça. Donc, tu sais, tu as des attentes. Tu fais tout comme il faut. Là. Ces deux gars-là, là, tu gagnes des combats. Là. Tu peux pas leur demander plus, à part d'être plus spectaculaire, effectivement. Mais tu sais, tu affrontes les meilleurs. Là. Tu peux pas toujours réussir des KO spectaculaires et tout ça. Donc, tu gagnes tes combats de façon décisive. Tu en colles 9 de suite. Tu restes invaincu. Puis c'est encore pas assez. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient frustrant. C'est sûr que ça devient frustrant. Puis, tu sais, il a affronté des bons combattants, Leon Murphy, là, Pico, Emmett, Ige, Barboza, tu sais, comme ça fait longtemps qu'il est là. Son dernier KO était tellement spectaculaire que c'est sûr que tu te dis, est à sa place. Je peux pas faire d'autre. Je peux rien faire de plus que ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est comprenable
de se sentir comme ça. Surtout que là, veut pas, Evloev, c'est pas un client facile. Non, c'est ça. vraiment pas un client facile. Là. Fait que c'est là que ça devient encore plus frustrant de dire comme j'aurais sans doute pu éviter ça avant de me rendre à la ceinture parce que ça reste un combat qui va être très, très relevé, très risqué pour lui. Là, comme il m'a dit, Murphy, il dit je comprends pas la logique de l'UFC de faire ce combat-là à ce stade-ci, moi et lui. T'attends qu'il y en ait un des deux qui ait la ceinture, puis après ça, tu l'organises pour un titre. 2 combattants invaincus qui s'affrontent pour une ceinture, c'est rare. Là, on a 2 combattants invaincus qui s'affrontent avec, à l'enjeu, peut-être la chance d'aller au titre. T'sais, oui, on dit un combat éliminatoire. Ça va être difficile, le gagnant. Si on lui dit, après 10 victoires consécutives, si on lui dit non, t'en as pas fait assez encore, à un moment donné, ça va devenir risible. Ouais. Donc, oui, je m'attends à ce que le gagnant, en fin de semaine, obtienne la chance au titre. Mais il y a un point là, de dire que si on avait organisé un combat entre moi et Evloev, mais un des deux a une ceinture, c'est bien plus vendeur que de mettre ça sur un Fight Night ou gratuit. Là, mais bon, ça se passe là. Un des deux va perdre son 0 dans la colonne des défaites et l'autre va se retrouver en combat de championnat. La demi-finale va opposer Luke Riley à Michael Aswell Jr. C'est 2 jeunes, en fait. Il a 25 ans. Aswell Riley, 26 ans. L'anglais, il va être chez lui. Là, c'est un gars invaincu. 12-0. Ça va être son 2e combat à l'UFC seulement. On le met en demi-finale quand même. Ouais. Donc, belle marque Partenaire de confiance. d'entraînement de Paddy Pimblett. Exact. Ouais. J'avais vu à son dernier combat, Paddy était dans son coin d'ailleurs. Là, c'était divertissant de le voir, Ouais, hein. de le voir coacher son. Il semble être très spectaculaire de 8 KO à ses 12 victoires. Donc, tu sais, il est quand même invaincu. Là. Il semble très dynamique. Exact. De l'autre côté aussi, un très, très bon combattant, un jeune combattant, là, qui a vu la défaite seulement 3 fois par décision, des combats serrés. Donc, ça va être un combat très relevé. Oui, exact. Donc, les jeunesses en demi-finale, puis les vétérans. Ben, en fait, au moins un vétéran là, contre un gars un peu. Un gars en ascension. Ben, ouais. Toi, tu le connais bien, Patterson, mais en fait, Ouais. ben, tu sais, Michael Page, c'est un vieux de la vieille. Là, il fait pas super longtemps qu'il est à l'UFC, mais il est à Bellator longtemps. Puis tout un talent, là, tout un kickboxer. Michael Page, qui a 38 ans maintenant, il est sur une séquence de 2 victoires. Il a été vocal envers l'UFC. Il trouve que l'UFC le traite pas très bien. Il aimerait ça se battre plus souvent. T'sais. Puis il dit, écoute, je leur ai fait quelque chose. Là. Il se demande pourquoi, mais avec 800 combattants dans l'organisation, presque 900 maintenant, c'est sûr que ton tour revient pas souvent, là, malheureusement. Non, puis c'est pas tout le monde dans l'organisation de l'UFC qui doit vouloir affronter Michael Page. C'est Parce vrai. qu'il vient avec une certaine aura. Puis il a quand même gagné 3 de ses 4 derniers combats là, à l'UFC. Le combat qu'il a perdu, c'est contre Ian Gary. Puis, C'est vrai. c'était un combat assez relevé quand même aussi. Les deux se sont battus énormément debout. A battu Magomedov, puis Cannonier a battu Kevin Holland aussi. Fait que, tu sais, lui, C'est un très, très bon il est combat. là, tu sais, il est plus ce qu'il était, c'est sûr, Venom Page, mais il est encore présent. Puis ça va être un bon combat contre Patterson, parce que Patterson, là, il a 4 grosses victoires en ligne, 4 finishes, 2 soumissions, 2 KO, très complet, un combattant très complet. Et chose que je sais aussi, c'est que les deux se sont déjà entraînés ensemble. Ah. Les deux viennent du même coin un petit peu, les deux s'en C'est vont. 2 Anglais, c'est vrai. 2 Anglais qui s'en vont se battre devant leurs fans. Et je sais qu'ils ont déjà échangé ensemble. Donc, je pense qu'ils connaissent un petit peu le style de chacun. Puis toi, Patterson, tu l'as affronté. Oui, je l'ai En fait, sa affronté. première victoire à Le- l'UFC, c'était contre toi, c'est ça? Oui, exactement. Sa deuxième. Sa première victoire à l'UFC, c'était contre moi, exactement. Donc, très long combattant. Ouais, c'est Qui ça. cogne très dur, qui frappe très fort aussi. Puis des soumissions rapides. Ouais, très rapides. Il est grand. C'est ça. 2 gars de 6 pieds 3 qui s'affrontent Ouais, exactement. en fin de semaine. Donc, Page et Patterson. Et Roman Dolidze contre Christian Leroy Duncan. Leroy Duncan, c'est un Anglais très super athlète à 185 livres. Honnêtement, moi, ça fait un bout de temps que je l'ai sur mon radar. Il a une bonne fiche. Là. Il a perdu... j'oublie contre qui, là, mais il a perdu... Il a eu une opportunité de rentrer dans le top 15 à un moment donné, puis là, il a raté sa chance. Mais... Pas contre Grégory Rodriguez. Ah, c'est contre Grégory Rodriguez, Ouais. exact. J'allais le chercher sur l'ordinateur, mais ouais, c'est ça. Il a perdu contre Robocop Rodriguez. Et puis, mais là, ça lui fait une autre chance, là, en fait, de rentrer dans le top 15 là, contre Dolidze en fin de semaine. Parce qu'il est 13-2. Leroy Duncan, c'est un gars de 30 ans. Donc, tu sais, il arrive. Frappe très solide. Il a de l'expérience à l'UFC aussi. Donc, c'est Ouais. c'est une grosse opportunité pour lui. Là. Très grosse opportunité pour lui. Puis il cogne solide, il est très talentueux. Puis tu sais, Grégory Rodriguez, c'est une grosse commande. C'est Ouais. une très grosse En commande. début de carrière, là, surtout. En début là, de ça- carrière, il venait d'arriver à l'UFC. Il n'était pas encore. C'est en 2024, là, c'est ça. C'était Ça fait quand même 2 ans de ça. Donc, je pense que son 5e combat à l'UFC. il a su remonter, il a su repartir. Puis, il est sur une belle lancée. Là, va vouloir aller chercher ça. Là. 3 victoires consécutives, donc les 2 dernières par KO
en fait, avec des coups renversés, un coup de poing renversé contre Marco Tullio au mois de novembre et un coup de coude renversé contre Eric Anders en août 2025. Deux bonnes de performance de suite pour Leroy Duncan. Donc voilà, il est sur cette carte. UFC Londres en fin de semaine, exclusivité UFC Fight Pass. Ça débute à 13h, heure du Québec. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. On n'en avait pas parlé la semaine passée parce que on le savait pas. Ça a été annoncé quelques heures après la fin de notre enregistrement. Charles Jourdain, confirmé, il sera de la carte de l'UFC Winnipeg le 18 avril contre Kyler Phillips. Est-ce que ça va lui permettre d'entrer dans le top 15? Potentiellement. Malheureusement, quand Charles a signé le contrat, Phillips était classé 15. Depuis ce temps-là, il s'est fait bumper par Raul Rosas, donc il est sorti des classements. Normalement, pas moi que c'est un gars qui était classé, mais c'est une belle opportunité parce que je pense que Charles a vraiment tous les outils pour battre ce gars-là. Ah, complètement. Je pense que la vitesse de Charles, l'expérience, l'énergie de la foule, on sait comment il est, Charles Jourdain. Il est capable de se nourrir rapidement de l'énergie de la foule. Je pense que c'est un beau combat pour lui. Tu sais, Charles, il a beaucoup d'expérience dans l'organisation de l'UFC, a passé par beaucoup de chemins, a affronté des combattants très, très bons. Je pense que ce combattant-là, c'est un combattant qu'il a déjà vu auparavant. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui sait avec laquelle il va pouvoir jouer, à laquelle il va faire face. Donc, vraiment, je pense vraiment que c'est une opportunité en or parce qu'il était classé 15e, justement. Donc, un combat spectaculaire, comme on sait que Charles Jourdain est capable de faire, contre un combattant comme Kyle Phillips, lui ouvrirait les portes du top 15 assurément. Là. Et Charles est un nouvel homme depuis qu'il a eu son fils, depuis qu'il est passé à 135 livres. Comme tu dis, c'est comme une tempête parfaite de l'expérience, ses nombreux combats à l'UFC, une maturité qu'il a acquise, un sérieux au niveau de son entraînement, le fait qu'il doit faire le poids à 135 livres. Il a vraiment pris une coche au niveau là, de la diète, de l'entraînement et tout ça, de la nutrition. L'énergie, donc, il est suivi là, maintenant. Donc, ça fait de lui un meilleur athlète. Il a un sérieux, il a une mission, il a un objectif en tête. Il sait qu'il a... Donc, tout est là, je pense. Tout est là, puis je pense que 135 livres, c'est son poids idéal. Parce que Charles Jourdain, c'était un combattant qui était très rapide à 145 livres, parce qu'on savait qu'il était un petit peu plus petit. Par contre, là, il est aussi rapide, même, je pense, plus rapide, plus explosif, plus fort à 135 livres, tu sais. Puis... reste avec, comme on vient de le mentionner, l'expérience, mais aussi la fougue. La fougue que Charles Jourdain avait dans le temps, il l'a encore. À faire un flying knee à Grant à son dernier combat, à finir ça avec une guillotine. C'est un combattant qui est très spectaculaire, qui n'a pas peur d'oser. Puis c'est ce que l'UFC recherche. Puis honnêtement, moi, je suis très heureux de le voir, j'espère, en combat de... Demi-finale. En demi-finale, exactement, à Winnipeg. C'est pleinement mérité. Là. On avait besoin aussi d'un Charles Jourdain sur cette carte-là. Ouais. On va pas se le cacher. Chimaev contre Strickland, ça a été officialisé. Prochain combat de championnat chez les poids moyens de l'UFC, donc la ceinture de Chimaev. Il va la défendre, le Russe, contre l'Américain Strickland. On passe par-dessus encore Imavov. Par contre, il n'y a pas grand monde qui chiale là, parce que Strickland a vraiment été bon, beau, technique, spectaculaire et convaincant là, en fait, à sa dernière sortie contre Fluffy Hernandez. Donc, c'est un ancien champion, il est connu, il est populaire. C'est mérité quand même là, pour Strickland. Ça va se passer le 9 mai à l'UFC 328. Maintenant, est-ce qu'il a une chance contre Chimaev? Ben, c'est mérité, oui. Est-ce qu'il a une chance contre Chimaev? Moi, je pense que j'ai hâte de voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là. Il y a énormément de choses qui ont été dites, comme quoi Chimaev manipulait Strickland tellement facilement à l'entraînement, surtout au niveau de la lutte puis du jiu-jitsu, pardon. Et à l'inverse, Strickland avait déjà mentionné qu'il avait fait quitter Chimaev parce qu'il n'était pas capable de s'entraîner aussi fort que lui s'entraînait. Comme on sait que Sean Strickland est capable de s'entraîner des 2-3 heures. Il peut faire du sparring pendant 1 heure. Comme on connaît le personnage. Fait que, mais chose certaine, ça va amener énormément d'animosité, ce combat-là. Il va falloir qu'il y ait de la sécurité parce que dans les deux côtés, c'est deux combattants qui sont prêts à en venir au coup un peu à l'extérieur du ring. C'est plate ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Fait qu'il va falloir que
qu'il y ait de la discipline parce que je serais pas surpris que ce gala-là, ça soit rocambolesque, disons ça de même. Comme veut l'expression anglophone, des loose cannons. Ouais. Ils sont difficiles à contrôler. Deux bons personnages. Deux bons personnages, effectivement, qui s'aiment pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Là. Ce Ils sont s'aiment des pas gens beaucoup la entraînés face. ensemble, mais là, il n'y a plus beaucoup d'amour. Non, l'animosité est là, exactement. On a annoncé aussi Jack Della Maddalena contre Carlos Prates. Ça va être bon à Perth le 2 mai. On retourne en Australie tout de suite. On est allé au mois de janvier. Et là, on retourne à Perth au printemps. Ça va être toute une... Pour les amateurs de combat debout, là, deux gars qui frappent fort, deux gars ultra techniques, là, deux des plus belles boxes ou deux des plus beaux kickboxing chez les 170 livres en plus. Là. Est-ce que Prates a ce qu'il faut pour battre Della Maddalena? JDM plus classique, technique, toucher sans se faire toucher, tout ça, alors que Prates est peut-être plus explosif, un peu plus imprévisible aussi. Ben, on sait que, écoute, Jack nous arrive avec beaucoup d'expérience. Là. Les 5 rounds qu'il a fait contre Makhachev, toute l'expérience qu'il était cherché. Oui, là, il n'y a Contre pas... Belal à Montréal. Ouais, là, oui, contre le Belal aussi, pardon, mais... Il a fait 5 rounds contre Makhachev, puis évidemment, il s'est fait contrôler au sol pendant longtemps. Là, je pense pas que ça sera pas la même histoire contre Prates. C'est un meilleur match-up pour lui. Là. Exactement. Puis en fait, ce qu'on a surtout vu avec Della Maddalena, c'est qu'il y a beaucoup de... Il est capable de gérer la pression. Il nous a donné de belles choses. Son combat contre Belal était très bon. Makhachev, ça a été plus difficile, mais avant ça, il était tellement sur une belle lancée. Tu sais, c'est un combattant qui est très complet, qui frappe très fort avec ses mains. C'est un gaucher qui travaille en combinaison. Très dur à amener au sol aussi. Moi, je pense qu'il peut donner du trouble à Prates parce que Prates, oui, c'est quelqu'un qui travaille en contre-attaque, mais l'expérience de Della Maddalena peut venir jouer, je pense. Là. Ça reste l'ancien champion. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ce combat-là. Là. 100%. J'ai vraiment hâte de l'encercler le 2 mai à Perth. Là, je regardais les dates juste pour m'assurer des dates et des endroits. Là, parce que, je le disais, la semaine prochaine, ça va être tout un week-end. Le 27, il y a Samouraï. Il y a également CFFC avec Jonathan Ramsey qui va se battre. On a entendu Fred Duprat en début d'émission, PFL Pittsburgh. Ça va être le 28, en même temps que l'UFC Seattle. Il y a Tommy Morrison. Ça, j'étais un peu surpris de voir ça. On va essayer de parler à Tommy peut-être la semaine prochaine. S'il est disponible, quoi que ça va être le jeudi. Il se bat, lui, le samedi également. C'est le 28, exact. Le 28 Donc, mars, le samedi, il va se battre à Island Fight 95. C'est en Alabama contre un gars qui s'appelle Jean Tehena. Un gars qui est 5-7. Tommy qui est 10-0. Je sais que Daniel Lafont voulait le... il a fait toute sa carrière à Samouraï. Là. C'est la plus grande vedette de Samouraï, peut-être, Tommy Morrison. Je sais que Daniel voulait absolument le mettre sur la carte du Colisée. La difficulté à trouver des adversaires, cependant, pour Tommy Morrison. Donc, c'est peut-être ce qui explique pourquoi il doit quitter pour les États-Unis. Qu'est-ce que tu en... Oui, difficile de trouver des adversaires pour Tommy. Des adversaires qui ont du bon sens. Ça reste que Tommy est maintenant à 10-0. Pour qu'on amène quelqu'un qui a du bon sens pour lui ici, ça prend quelqu'un qui a une très bonne fiche, qui a un très bon nom ou autre. Donc, c'est sûr que si pour lui, il veut être actif, il n'a pas le choix d'essayer d'aller regarder ailleurs. Et il y a Xavier Alaoui, ton ami du... le 27 mars. C'est le 27, donc c'est le vendredi. À UAE Warrior, pardon. Exact. UAE Warrior. Je vais aller voir c'est contre qui. Je sais qu'il y a une ceinture en jeu là, pour Oui. Xavier, en fait. Exactement. Donc, il affronte Rani Sadeh à UAE Warriors 68, donc vendredi prochain. Championnat des poids, lui, c'est un 135 livres, donc des poids coqs de cette organisation-là. Ça fait un petit bout de temps qu'il était avec. Il était à la PF. Il a fait quelques combats avec la PFL, Xavier. Il a été champion du UAE Warriors auparavant. Bref, tu le vois souvent au gym. Là, oui. Comment ça se passe pour lui? Ça se passe très bien. Xavier Louis qui est tout le temps dans le gym. Je pense que Xavier Louis et Tommy Morrison ont une très belle relation. Je pense que Xavier est un peu comme le grand frère de Tommy. C'est vraiment beau de les voir s'entraîner. Le Tristar Gym est vraiment... c'est une mine remplie de diamants, de combattants. Juste en fin de semaine, on a Tommy Morrison, on a Xavier Louis, mais pour Samouraï MMA, il va y avoir... Victor Bourdage qui va être là, Mike Jones qui font partie les deux du tournoi. Il y a un tournoi à 4. Ouais, exact. Donc vraiment, eux font partie du tournoi
Ramston Rodriguez, qui est un combattant du Tristar qui va être sur la carte. Samouraï MMA. On connaît bien notre Alex Morgan, le Chess Master. Tu représentes bien le Tristar Oui, Rive-Nord, d'ailleurs. Tristar hein. Rive-Nord, exactement. Rabia Gilani, qui est un combattant qui est rendu ici à Montréal au Tristar, qui va se battre pour Samouraï. Puis Maxime Côté qui va faire son tour au Tristar. Donc, il y a 6 combattants à Samouraï MMA qui vont représenter le Tristar. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, effectivement. Pour ça que c'est le plus gros gym au Québec et un des plus reconnus dans le monde, effectivement, sous la férule du maître Firas Zahabi. On prend les 2 dernières minutes, là, on va faire ça vite, pour parler de Nate Diaz contre Mike Perry. Le retour des 2 mauvais garçons en sous-carte de Carano contre Rousey. Le 16 mai, si ma mémoire est bonne, ça va être bien sûr ce gala présenté sur Netflix par MVP Promotions. Nate Diaz, un des combattants les plus aimés, les plus adulés de l'histoire de l'UFC. Bien sûr, ses combats contre Conor McGregor, ça l'a vraiment mis sur la map, mais c'est tout un personnage. Mike Perry a relancé vraiment sa carrière, lui, à Bare Knuckle. C'est 2 gars violents, dans le sens pur du terme. Là. Ouais. C'est 2 véritables combattants. C'est 2 gros noms. Bon coup de MVP? Bon coup. Est-ce que c'est un bon coup pour Nate Diaz? Je suis pas certain. Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Mike Perry, on le sait, beaucoup de bare knuckle en arrière de la cravate en ce moment. Plus actif, oui. Beaucoup plus actif. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas certain. J'aurais voulu voir Nate Diaz revenir avec peut-être un nom plus doux devant lui que Mike Perry. Je le sais pas. Là, c'est un combat de MMA. Il y a toujours le jiu-jitsu de Nate Diaz qui est incroyable, qui peut vraiment venir surprendre Mike Perry. Dans un combat de boxe, je trouverais ça peut-être difficile à voir. Là. Je suis pas certain. Mais oui, ça m'intrigue au bout. Mais c'est ça, au niveau marketing. Très intéressant. Là, intéressant. veux pas, là, on a annoncé la carte de la Maison-Blanche. Les gens étaient un peu déçus. Puis là, un mois avant, tu as cette carte-là sur Netflix avec certaines des plus grandes vedettes. Ouais. Là. Bon, c'est sûr que c'est peut-être une autre époque, là, mais Ronda Rousey, la plus grande vedette peut-être, ou une des plus grandes vedettes après McGregor de l'histoire de l'UFC. Nate Diaz est dans le coup. Ngannou, qui est... c'est vrai. Selon certains, encore le meilleur poids lourd de la planète. Est-ce que cette carte-là va être meilleure que la carte de la Maison-Blanche? Est-ce que plus de gens vont être intéressés à regarder ça, selon toi, que des galas de l'UFC? Je penserais pas. La carte de la Maison-Blanche est quand même très exceptionnelle, mais je suis d'accord que si tu regardes de l'autre côté, là, avec Ngannou, avec Rousey, et là, on ajoute Diaz, Perry, il suffirait d'un autre gros nom inattendu. Il y a des bonnes chances qu'Anderson Silva soit sur la carte. Il est signé avec MVP en boxe. Possible. Mais on pourrait potentiellement mettre Anderson Silva soit en boxe, soit en MMA. Wow, j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr je sais pas si les grands bons de l'UFC commencent à s'en mordre les doigts de dire, OK, mais tu sais, ces gars-là, ces personnes-là, Rousey, Nate Diaz, Ngannou, ont toutes fait des approches de dire, j'aimerais ça revenir avec l'UFC potentiellement, tu sais, tout ça, puis on s'est fait un peu dire non, ou le chèque de paye n'était pas assez intéressant. Et là, finalement, on va aller... Wow. Je sais pas si on va regretter du côté de l'UFC de ne pas avoir accepté de ramener ces agi personnes. avant un peu, peut-être. En tout cas, je sais que les fans sont curieux. C'est sûr que c'est plus des petites jeunesses, mais c'est des gros, très gros noms. Puis c'est toujours des athlètes. C'est toujours intéressant à voir. Hein? Exact. Donc, on va suivre ça, cette carte-là de MVP. Parce on va suivre ça. Il reste encore plusieurs combats annoncés. Donc, des ajouts peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres grosses vedettes qui vont venir? Exact. Merci, Johan. Super intéressant. Merci à Fred Duprat qui était avec nous en début d'émission. Merci à toute l'équipe du SOS Podcast qui est une production de Cube Radio, bien sûr, disponible donc sur Cube et en vidéo sur la page YouTube de TVA Sport et sur le tvasport.ca. Merci à Phil en régie. Félicitations à notre gagnant de concours. On communique avec vous pour la suite et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. SOS Podcast!